De retour à la REF Europe, ici même au MEDEF, avec une question que beaucoup se posent. Une Europe qui vieillit peut-elle être puissante? Jean-Dominique Giuliani, Descha Sersen, Hakim El Karoui et Sophie Boissard sont là pour vous répondre sur cette question centrale qui est le vieillissement. Je cite juste une statistique d'Eurostat. La part des plus de 80 ans devrait être multipliée par 2,5 entre 2019 et 2100. On passerait donc de 5,8% à 14,6%, sachant qu'on est en train de voir une baisse du taux de fécondité. Je crois qu'on est à 1,8% sur justement l'Union européenne. Ce constat sur le vieillissement de la population, est-ce que forcément, j'allais dire, de manière totalement forcée, induite, 2 plus 2 égale 4, est-ce qu'une Europe qui vieillit est une Europe qui forcément est moins puissante les uns les autres? Jean-Dominique Giuliani. La puissance, ce n'est pas que l'addition de testostérone sur la scène internationale. C'est aussi l'influence, l'attirance et, j'allais dire, la permanence dans un monde très bousculé. C'est aussi cela. Et donc, ne sous-estimons pas la puissance de l'Union européenne. C'est là qu'on immigre. On va en parler, j'imagine. On n'émigre pas en Russie ou en Chine. Et donc, ça compte aussi. Alors, évidemment, on a un problème démographique qui est d'ailleurs général. Mais chez nous, plus grave qu'ailleurs, vous avez cité les chiffres, et la population européenne ne croît depuis maintenant 20 ans que grâce à l'immigration. Ce qui pose un énorme problème. Il n'y a pas de croissance sans enfants. Et moi, ce que je constate, c'est les régressions des politiques familiales qui ne justifient pas seulement la transition démographique, puisqu'on estime qu'avec la hausse du niveau de vie, il y a moins d'enfants. Mes parents en avaient 4, j'en ai eu 3, mes enfants en ont 2. Et le taux de fécondité est encore pire que ce que vous disiez. Comment vous l'expliquez? Il est de 1,42 en réalité. Et donc, je l'explique aussi par l'absence de politique familiale. D'encouragement, du coup? Oui, c'est-à-dire, c'est pas seulement s'occuper des crèches, c'est aussi s'occuper de l'emploi féminin, c'est aussi rendre plus facile la vie des familles qui ont des enfants. Aujourd'hui, 80% de la population est dans les villes. Essayer de vivre avec 2 ou 3 enfants, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans. Et donc je pense que, alors certains en Europe, Viktor Orban veut une politique nataliste, je crois que ça ne suffit pas. Il faut aussi une politique familiale plus globale, plus incitative pour les jeunes générations. Voilà. Alors, je l'explique aussi par la régression de toute une série de valeurs, n'est-ce pas? Avoir une famille nombreuse, on se demande parfois si c'est pas ringard. Ça va avec aussi l'évolution des religions, de ceux qui sont anticléricaux, etc. On voit toutes ces évolutions. Mais je pense que une vraie politique pour les familles, c'est aussi... Vous voulez dire qu'on a peur d'encourager au risque d'avoir une connotation chrétienne? Notamment, oui. Ça, c'est incontestablement quelque chose qui a joué. Intéressant. Voilà, mais pas uniquement. Mais je crois que même en Allemagne, on a essayé d'avoir une politique favorable aux familles, tardivement d'ailleurs. Et en France, on l'a abandonné avec François Hollande. Avec François Hollande, ça a été... un marqueur, à mon avis, très important qui a contribué à chasser les jeunes familles des villes, à leur rendre la vie plus difficile. La politique du logement est absolument considérable comme conséquence. Ça ne suffit pas, mais c'est une des explications. Descha Sersen, vous qui êtes au cœur du réacteur justement de la démographie au niveau européen, comment est-ce que vous analysez la situation sur ce vieillissement? Et peut-être une petite réponse à Jean-Dominique Giuliani justement sur cette question aussi du manque d'encouragement de la politique nataliste. Oui, donc en tant que... Je viens de la Commission européenne, donc c'est certainement pas moi qui va encourager une politique nataliste. Vous savez qu'on respecte très fort la subsidiarité au sein de l'Union européenne, donc les compétences de l'Union ne sont absolument pas dans ce domaine-là.
Et on ne se prononce pas. Ouais, je vous appelais Ponce Pilate à la veille de Pâques. Non, mais par contre, pour répondre à votre question et pour continuer avec ça, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Une Europe qui vieillit, c'est une Europe qui perd en compétitivité. Et donc, il faut trouver un moyen pour se pencher sur ce défi démographique qu'on a, sur le changement démographique qu'on observe, et d'essayer de capitaliser dessus plutôt que d'être une victime de ce qui est en train de se passer. Et ce que nous, on essaye de faire à la Commission européenne, c'est on a fait une cartographie des défis démographiques qu'on a au sein des différents États membres. On a identifié, donc chaque pays a des défis très, très différents. On a identifié les défis communs. Et donc, les défis communs, c'est le vieillissement et une population active qui rétrécit très, très fort. Donc, au niveau du vieillissement, ce qu'on essaye de trouver, c'est effectivement ce côté positif sur lequel on peut capitaliser. Et alors, le côté positif sur lequel on travaille, c'est effectivement de switcher de ce narratif du vieillissement vers le narratif de la longévité. Donc, de quelle façon présenter ce vieillissement aussi du côté de quelque chose de positif, parce que finalement, c'est une très bonne nouvelle qu'on vit plus longtemps. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le fait qu'on vive plus longtemps ne soit pas un frein à la compétitivité? Maintenant, j'ai trouvé la discussion que vous avez eue dans le premier panel très intéressante sur le couple franco-allemand. Parce que je ne suis ni française ni allemande. Et forcément, et puis je viens de la Commission européenne, je fais partie de ces nouveaux États membres. Et pour être très honnête, donc ce moteur franco-allemand, ben, on l'apprend dans les livres un peu. Donc, en plus, je suis une élève française parce que j'ai fait l'ENA. Donc je suis très rattachée forcément à la France, mais très sincèrement, le moteur, on ne le voit pas très très fort au sein de la Commission européenne. C'est-à-dire ? Le français, on ne l'entend pas, l'allemand, on ne l'entend pas non plus, l'anglais est très très présent, comme je pense que c'est Pierre Sellal qui l'a dit, il y a beaucoup de règlements qui passent comme le Platform Workers sans l'aval de la France et de l'Allemagne. Donc, je pense que pour revenir à ce sujet démographique, ce couple franco-allemand, il faut qu'il évolue un peu aussi dans le sens démographique. Il faut qu'il s'ouvre. Parce que, mais dans quel sens il faut qu'il s'ouvre ? Comme les ménages, parce que les ménages en Europe changent. Donc, on n'a plus ces ménages traditionnels de l'homme et de la femme, enfin, le couple. De la même façon, le couple franco-allemand, je pense, pour survivre... Il y en a qui rigolent, on se demande pourquoi. Mais sérieux, pour survivre, il doit... Beaucoup, mais je suis très sérieuse. Pour survivre, je pense que le couple franco-allemand, pour continuer à être le moteur de l'Europe, il doit s'ouvrir à cette nouvelle Europe. Il doit un peu flirter avec les autres États membres et inspirer et continuer à être inspirant en insufflant une nouveauté et non pas en reposant simplement sur l'histoire et sur ce qu'on apprend de façon très statique dans les livres d'histoire. Voilà. C'est difficile à dire à Paris. Hein, non, non, regardez, vous avez des applaudissements, non. Vous êtes encouragés. Très bien. Madame Boissard, pour poursuivre sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas si vous voulez me faire poursuivre sur le polyamour plutôt que le couple franco-allemand, je m'en abstiendrai, j'essaierai de ne pas rentrer dans ce débat-là. Donc peut-être pour revenir sur la question que vous posiez, en fait, est-ce que l'Europe vieillit ? Est-ce que c'est un problème ? Et quelles sont les réponses ? Est-ce que l'Europe est la seule à vieillir ? Non. Il faut quand même avoir conscience que le vieillissement, c'est un phénomène mondial, et c'est effectivement, je crois que c'est Jean-Dominique qui le disait, et vous aussi, madame, c'est vraiment une très bonne nouvelle que ces décennies d'espérance de vie gagnées. Quelqu'un qui naissait en 1950, quelqu'un qui avait une espérance de vie mondiale autour de 50 ans. Aujourd'hui, c'est 73 ans, tout continent confondu. Donc, je dirais que la part des très âgés dans la population est un phénomène mondial et pas un phénomène européen. En revanche, et je crois que c'est ce à quoi vous avez fait allusion, l'Europe est aujourd'hui le seul continent, quand on se projette à 2050, dont les projections aujourd'hui en termes de natalité laissent augurer une stagnation de la population et une baisse de la population en âge de travailler, selon nos canons à nous, de 20%. Et ça, c'est une donnée démographique extrêmement robuste, et je pense qu'on peut vraiment considérer que c'est aujourd'hui le scénario central. Alors, est-ce que ça, c'est un problème ? Quand on regarde historiquement, les périodes d'expansion économique, de croissance, d'invention ont quand même toujours été des périodes de prospérité économique et donc de croissance de la population. Et on voit bien aujourd'hui qu'on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Ça, c'est clair.
Est-ce qu'on peut imaginer que par des politiques natalistes, on arriverait à revenir à ça? Moi, je suis extrêmement réservée là-dessus. Je suis un peu l'antithèse de ce que dit Jean-Dominique Giuliani. Moi, mes parents avaient 2 enfants, moi j'en ai 4. Je ne sais pas encore ce que feront mes 4 enfants. C'est des choix très individuels et encore une fois, je dirais, il y a X modèles possibles et imaginables. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes aujourd'hui, quand on regarde le monde dans lequel on les projette, eh ben, ils ont peur et ils ne sont pas aujourd'hui dans une situation où ils se disent, comme dans les 30 Glorieuses, l'avenir sera meilleur que ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a vraiment une très très grande appréhension et je crois qu'il faut qu'on apprenne, on se dise que dans les 2 ou 3 décennies qui viennent, on va vivre dans un monde difficile à décrypter, perçu comme dangereux, avec des tentations de repli. Et je ne suis pas sûre qu'avec des politiques, revenir aux recettes des politiques qui ont marché dans les décennies passées, ça marcherait. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que... Alors, avant de venir aux solutions, je voudrais quand même interroger Hakim El Karoui aussi sur la vision globale et sur ce qui vient d'être dit. Pardon. Alors, je crois, moi, que le vieillissement, oui, c'est un problème, c'est un affaiblissement. Il faut regarder les choses en face, et pas seulement pour des raisons démographiques, mais d'abord pour des raisons politiques. Parce que le vieillissement induit des choix politiques. Si je prends un exemple très récent français, tout le monde en France croit que les retraités sont plus pauvres que la moyenne de la population. C'est complètement faux. Il y a 7% des retraités qui sont sous le seuil de pauvreté, il y a 15% de la population générale qui est sous le seuil de pauvreté, et des familles avec 2 enfants, je crois qu'on est à 22%. Au tout début d'année, le gouvernement a décidé de suivre l'indexation des pensions sur l'inflation. Donc on les a augmentées de 5%, ça a coûté 15 milliards d'euros aux finances publiques. Et puis, un mois après ou 2 mois après, on se rend compte qu'il y a un petit trou dans les finances publiques. Enfin, il y a un trou énorme, mais encore plus gros que prévu. Alors vous allez dire que c'est de la faute des vieux, c'est terrible. Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que quand on coupe, qu'est-ce qu'on coupe? On coupe les dépenses d'avenir. Donc on a baissé de 10% le budget du ministère de l'écologie. On a baissé de, je ne sais plus combien, de 2 milliards, je crois, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un conflit de répartition. Et le sujet démographique, c'est un conflit de répartition. Quand vous avez une population qui vieillit, non seulement elle a besoin d'accompagnement, mais elle a aussi un poids politique qui est aussi de plus en plus important. Et donc, on a, par la démographie, une évolution des choix politiques vers des choix qui ne sont pas forcément des choix d'avenir, mais qui sont plutôt des choix qui visent à conserver le présent. Donc, pour moi, c'est ça le plus important, le plus stratégique dans la problématique du vieillissement et de la puissance. C'est est-ce qu'on se projette dans l'avenir ou est-ce qu'on essaye seulement de conserver le présent ? Alors, puisque vous avez la parole, Hakim El Karoui, on en vient aux solutions. Et vous, votre solution, j'allais dire, elle est toute trouvée, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis très longtemps. Alors, c'est pas ma solution. Hein. Alors, d'abord, je dis, sur ces sujets démographiques, il y a plusieurs façons de faire. On en a parlé rapidement. La première chose, il faut augmenter la population active. C'est ça la clé. Hein. Pour augmenter la population active, on peut augmenter le taux d'emploi des seniors. Tous les gouvernements en parlent depuis 20 ou 30 ans, ça augmente un petit peu. Deuxième chose, augmenter le taux d'activité des femmes. On est en France encore 10 points en dessous des démocraties du Nord. Troisième chose, augmenter le taux d'activité des jeunes. On a en France une population, les jeunes rentrent tard sur le marché du travail, et puis on a aussi une partie de la jeunesse qui ne rentre pas du tout sur le marché du travail. Et puis la quatrième solution, qui est une des solutions, puisque les 4 sont utilisées, mais la quatrième solution, c'est une des solutions qui est déjà en œuvre, c'est l'immigration. L'immigration permet de compenser en partie, tout ou partie, le vieillissement de la population. Donc c'est ça qui a lieu aujourd'hui en Europe. Et on est dans une situation paradoxale parce que l'immigration n'a jamais été autant contestée. Et en même temps, on n'a jamais eu autant besoin et on n'aura jamais dans l'avenir on aura dans l'avenir encore plus besoin de l'immigration alors qu'elle sera toujours plus contestée. Et donc on est dans une situation politique très compliquée. Le sujet de l'immigration, c'est pas seulement les demandeurs d'asile, c'est pas seulement le règlement de Dublin, c'est comment on fait venir, comment vient, parce que c'est pas qu'on fait venir aujourd'hui, l'immigration elle est assez naturelle. Et elle est liée à l'économie, elle est liée aussi au droit. Donc, comment il y a une immigration qui va venir ? Et au climat, elle va être maintenant liée à ça. Et puis, il y a mais il y a aussi des effets très simples. Hein. Le gouvernement a dit qu'il fallait supprimer le droit d'asile à Mayotte.
Mayotte est 7 fois plus riche que les Comores, et donc vous pouvez supprimer le droit d'asile, pardon, le droit du sol. Vous pouvez supprimer tous les droits du sol que vous voulez. Le différentiel de richesse est tel qu'il y a un effet d'aspiration qui est un espoir économique. Et au-delà de ça, c'est vraiment les gens viennent chercher de l'espoir. Donc ça va continuer. Le sujet, c'est comment on l'organise à la fois, enfin comment on l'accepte politiquement et comment est-ce qu'on fait qu'elle soit moins contestée? Alors il y a une façon de faire qui est, à mon avis, assez utile à regarder, c'est que les immigrés, il faut qu'ils s'intègrent. Et pour qu'ils s'intègrent, il vaut mieux qu'il y ait une stratégie d'intégration. Et quand on regarde la France, elle a une caractéristique, c'est qu'il n'y a aucune stratégie d'intégration. Et si on compare avec l'Allemagne, notamment l'Allemagne après 2015-2016, les Allemands avaient une stratégie d'intégration des Syriens et des Irakiens, des Afghans qui sont venus. Le premier sujet, c'était la répartition. Et ce que disaient les Allemands, c'est on ne va pas faire comme les Français. Donc on va éviter la concentration de la nouvelle immigration. Oui, en l'occurrence, ça marche. Éviter la concentration de l'immigration au même endroit. Considérer qu'il y a des problématiques spécifiques dans l'intégration des enfants. L'immigration, ce n'est pas seulement les parents, c'est surtout à la génération des enfants que la problématique se pose. Pour ça, il faut un accompagnement. En France, on a une immigration qui est extrêmement concentrée et on n'a aucune politique publique. On a une vague politique territoriale, la politique des quartiers populaires, ça c'est un tiers des immigrés, mais elle ne regarde même pas les spécificités culturelles. Jean-Dominique Juliani. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que j'ai fait les comptes, je crois que c'est 1,2 million immigrés chaque année de plus en Europe. Mais j'ai aussi constaté que 37% en Europe des agents d'entretien sont issus de l'immigration, que 20% du personnel de l'industrie agroalimentaire est issu de l'immigration. Donc on a besoin d'immigration et, comment dire, il faut dépassionner au maximum le débat par les recettes qu'évoquait Hakim, mais aussi, vraisemblablement, puisque je suis au MEDEF, je peux le dire, il faut aussi que les acteurs économiques soient plus expressifs, qui disent qu'on a besoin aussi de main-d'œuvre. Je vois qu'en France, par exemple, pour les entreprises, pour essayer d'avoir un spécialiste qui aurait le malheur d'être originaire des Balkans, il faut une autorisation du ministère de l'Intérieur. Je pense que ça, c'est une régression. Il faut que ce soit... que l'immigration soit aussi intégrée dans les besoins économiques de la nation et de l'Europe. Et je crois que ça, on ne le fait pas assez. Voilà. Sophie Boissard, vous aviez entamé le chapitre des solutions et je vous ai coupé net. Mais une partie d'entre elles ont déjà été évoquées par Hakim El Karoui. Je pense que la question une société qui vieillit au sens avec une part plus importante de personnes âgées ou très âgées en son sein, elle doit être d'autant plus dans l'investissement dans les forces vives. Les forces vives, c'est les forces qui sont en situation de travailler. Revenons aux chiffres. En France, aujourd'hui, on doit être à 68% de taux d'emploi. Quand on regarde où est la Suède, qui est le pays d'Europe qui a parmi les taux d'emploi les plus élevés, je crois qu'ils sont à 82 ou 83%. On a 13 points d'écart. Premier des sujets, moi je pensais vraiment notre sujet à tous, chefs d'entreprise dans cette salle, c'est comment on fait venir au travail plus de monde. Et c'est pas seulement se battre sur l'emploi des seniors, c'est pas seulement se battre sur la question de l'emploi des femmes, c'est globalement, on doit se dire que toutes les politiques publiques aujourd'hui doivent être pilotées autour du taux d'emploi. C'est un sujet de formation, c'est un sujet effectivement d'équilibre du régime d'assurance chômage qui aujourd'hui est très clairement désincitatif pour toute une série de jeunes en particulier qui finalement sont devenus des intermittents. En tout cas dans mon secteur, les services de la santé, il y a maintenant des intermittents de la santé. Les statistiques, les quelques statistiques auxquelles j'ai accès aujourd'hui, 15% des infirmiers diplômés pointent au chômage. Quand je dis ça, les gens sont absolument tétanisés, mais ce n'est pas parce qu'ils pointent au chômage durablement, c'est qu'entre deux missions, ils pointent au chômage. C'est un problème. On a besoin d'infirmiers partout. Ils ne devraient pas pointer un jour au chômage. D'ailleurs, on leur offre pléthore de... Donc, vraiment, le système aujourd'hui n'encourage pas, et on ne comprend pas pourquoi les Suédois ou les Lituaniens ou les Néerlandais sont même au-dessus. Les Néerlandais, rappelez-vous, il y a 30 ans, c'était une catastrophe. Il y avait toute une partie de population qui s'était retirée du marché du travail et qui fonctionnait finalement sur l'inaptitude, sur le régime d'assurance maladie. Ils se sont pris en main, ils se sont assis et ils ont traité le sujet. Donc moi je pense qu'on a déjà un premier sujet qui est d'offrir et de s'organiser pour que chacun fasse sa part. Sinon, effectivement, on passe son temps à discuter de la redistribution avant même de
commencer à créer de la richesse et c'est notre problème majeur. Mais là, vous lancez un appel, j'allais dire, aux autorités ou est-ce que vous parlez également aux entrepreneurs? Je pense qu'on est tous une partie du problème et une partie de la solution. Mais je pense qu'aujourd'hui, une partie de la régulation, et on est ici au MEDEF qui a, entre autres choses, en capacité de faire les règles du jeu social. Il y a d'ailleurs une négociation interprofessionnelle, ça n'a échappé à personne, un peu importante sur ce sujet. Et je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement clair entre nous, du côté des entreprises, sur le fait qu'on ne pourra pas continuer, justement, l'Europe est vouée au déclin, en tout cas notre pays est voué au déclin, si on n'augmente pas le taux d'emploi. Ça commence par là, il faut remettre ce sujet au cœur du débat. La deuxième chose, vieillir, en fait, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, encore une fois, on a tous gagné 20, 30 ans d'espérance de vie, c'est génial. La seule question, c'est vieillir en bonne santé. En France, en tout cas, et ça c'est un vrai problème, on dépense 2% de PIB de plus que la moyenne de l'Union européenne pour la santé, à 12%. Et quand on regarde nos indicateurs de résultats, typiquement l'espérance de vie en bonne santé, ça pourrait être un assez bon indicateur, on doit pointer à la 10e, 13e place de l'Union européenne. On se dit, il y a un truc. On dépense énormément et in fine, les résultats, les indicateurs de santé publique ne sont pas meilleurs qu'ailleurs, ils sont plutôt médiocres. Et quand on interroge aujourd'hui l'opinion publique sur est-ce que vous êtes content de votre système de santé, c'est pas extrêmement bon. Et quand on regarde les indicateurs de santé infantile, l'obésité, enfin le surpoids, les indicateurs, on voit qu'on n'est pas en train d'aller vers des jours meilleurs alors qu'on n'a jamais dépensé autant pour la santé. Donc moi, la deuxième chose que je dis dans cette perspective effectivement de société de la longévité européenne, investissons collectivement, de manière intelligente, dans la santé comme étant notre bien le plus précieux et dans l'espérance de vie en bonne santé. Et ça veut dire travailler très différemment sur la prévention, sur l'activité physique. C'est toute une série de politiques, en fait, et d'actions qu'il faut repenser. Dernier sujet, les compétences. On est moins nombreux. Alors, effectivement, il faut qu'on sache intégrer toutes les forces qui viennent, parce que l'Europe reste vraiment un lieu de prospérité, de paix, de démocratie. Et Dieu sait si la démocratie, quand on regarde dans le monde entier, devient aujourd'hui un bien rare. Donc, on a énormément de choses pour nous. Et sur le plan climatique, on peut être inquiet, mais on conserve néanmoins des atouts climatiques extrêmement précieux par rapport à beaucoup de contrées qui nous entourent. Donc on a énormément d'atouts qui font de nous structurellement un continent attractif et on va rester attractif. Mais encore faut-il qu'on soit capable effectivement d'intégrer, de développer les connaissances, de faire venir en réalité des gens qui vont penser avec nous l'avenir. Et donc c'est tout cet écosystème qu'il faut qu'on pense avec effectivement structurellement une démographie qui est plutôt plate et qui va se compléter effectivement de mouvements migratoires qui sont déjà là. Mais on arrive à intégrer. On arrive à intégrer quand en tant qu'entreprise, on se donne les moyens de former, d'accueillir. Moi, il se trouve qu'on a notre deuxième pays est l'Allemagne. En Allemagne, je dois avoir 120 nationalités différentes dans mes collaborateurs. Ça marche formidablement. Je peux vous donner un exemple, j'en terminerai là. Récemment, à Berlin, je discutais avec un de mes patrons de structure, un jeune homme qui a peut-être 30 ans, et il m'expliquait comment il organisait l'arrivée d'infirmiers vietnamiens, en disant c'est compliqué, ils arrivent à Berlin, il faut penser à leur logement, et puis ils ont le mal du pays. Enfin, il parlait avec une gentillesse et une précision de tout ce qui accompagne en fait la venue de personnes diplômées, mais de très loin, pour que ce soit un succès. Et je lui dis, mais vous, d'où venez-vous? Et il me dit, mais moi je suis née en Irak. Ma famille a émigré en 2 vagues, j'avais 10 ans, je suis arrivée à Lampedusa, dans un canot, j'ai vu les gardes-frontières italiens, je me souviens encore du petit pain qu'ils m'ont donné, et ensuite j'ai pu rejoindre ma mère qui elle avait été justement accueillie à Chemnitz, donc dans l'est de l'Allemagne, et moi et mes 3 frères et sœurs, en fait, on est devenus allemands. Mon frère est médecin, ma sœur est pharmacienne, lui est directeur de structure sanitaire, et voilà, et donc je pense qu'il faut toujours se souvenir que derrière ces parcours migratoires, il y a des histoires de vie formidables, et que c'est effectivement finalement cette capacité d'accueil, c'est finalement une histoire d'Angela Merkel disant Wir schaffen das. En l'occurrence, effectivement, ils l'ont réussi. Descha Sersen, vous travaillez, alors si on reprend on met un peu de côté pour l'instant les questions migratoires, mais on prend le vivier européen, vous travaillez sur la flexibilité, aussi bien pour les jeunes, pour les seniors et pour les femmes.
Exactement, oui. Et donc on a publié récemment un toolbox, on appelle ça toolbox de la démographie, où on offre des esquisses de solutions aux États membres qu'ils pourraient utiliser pour faire face à leurs défis démographiques. Maintenant, le souci qu'on a, c'est que les trous sur le marché de l'emploi sont tels qu'il n'y a pas moyen de les remplir. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'activer l'entièreté de ce capital humain qu'on a. Et ça, c'est aussi bien les femmes que les vieux, que les jeunes. Mais même si on active tout ça, on a quand même un trou qui reste. Et dans ce sens-là, effectivement, la migration légale, mais on parle bien de cette migration légale, qui est un tout petit peu différente quand même que l'autre, est absolument nécessaire pour qu'on puisse continuer à être compétitif. Parce que le problème de l'Europe, c'est pas seulement qu'elle vieillit, c'est aussi qu'elle rétrécit. Donc on devient très petit. Et alors, quand on regarde les projections qu'on a au niveau de l'Union européenne, on voit qu'à l'horizon de 2050, ce qui est vraiment tout près, on va représenter 4% de la population mondiale. 4%, c'est quasiment une erreur statistique. Pour les 27 pays de l'Union européenne. Oui, donc c'est vraiment, on est au niveau d'une erreur statistique. Maintenant, on a une ambition au niveau de l'Union européenne d'imposer des standards à l'industrie, par exemple. Vous avez tous entendu parler du chargeur unique, common charger, je ne sais pas comment ça se dit en français, chargeur commun. Et donc, effectivement, l'industrie nous écoute tant qu'on a une masse de consommateurs ou un purchasing power qui le permet. Maintenant, si on représente 4% de la population mondiale, pourquoi est-ce qu'ils nous écouteraient, nous, et non pas des marchés qui sont beaucoup plus grands? Et donc, ce que nous, on essaye de faire, c'est essayer de compenser ce problème de quantité, puisqu'on n'a plus cette abondance de main-d'œuvre, par la qualité. Et donc, d'investir au maximum et de to empower au maximum tout ce qu'on a. Et on sait, on sait que, par exemple, 8 millions de femmes ne sont pas sur le marché de l'emploi parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants ou des vieux. On sait que 8 millions de jeunes ne sont pas sur le marché de l'emploi parce que c'est des ou souvent parce que donc les skills qu'ils ont ne correspondent pas, les talents qu'ils ont ne correspondent pas toujours aux vrais besoins sur le marché. Au niveau des vieux, je pense que je n'utilise pas le bon vocabulaire, mais je pense que vous comprenez effectivement, les seniors. Donc, on essaye vraiment de capitaliser sur cette longévité et de se dire que on vit quand même, comme vous l'avez dit, on vit 20 ans de plus, 30 ans de plus. Mais le problème c'est que les institutions, les systèmes, les politiques qu'on a ont toutes été conçus pour des temps de vie de 65, 70 ans. Là, vous parlez de l'âge de départ à la retraite. Voilà, mais non, pas seulement, je parle de l'âge de la mort. Donc, on se dit qu'à 70 ans, on doit être mort. Vous voulez dire l'espérance de vie n'a pas été Non, c'est que nos institutions et nos systèmes n'ont pas été repensés à l'horizon exactement, du très grand âge. Et donc, si on ne meurt pas à 70 ans, ça devient un souci. Et c'est problématique. Donc, on pense tout de suite à la politique des pensions, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, si vous prenez l'éducation, tout notre système est conçu de telle façon les 20 premières années, on étudie, après on capitalise sur les 20 premières années dans notre vie active, et puis vers 60 ans, on part à la retraite. Et tout ça, ça marche si on meurt à 70 ans. Mais si vous vivez 100 ans, ça ne marche plus parce qu'en moyenne en Europe, on travaille plus ou moins à 28,6, donc 29 ans. 28 ans en moyenne. Et donc, pour des vies qui ont 100 ans, ça ne marche pas. Et on sait aujourd'hui que plus ou moins 50% des enfants qui naissent aujourd'hui vont vivre au-delà de 100 ans. Et il faut absolument qu'on repense les systèmes, les institutions, les politiques qu'on a. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, sur les seniors? Vous me disiez une possibilité pour les seniors de travailler 1 ou 2 jours par semaine. Parce qu'on joue vraiment beaucoup sur la flexibilité. Vous savez bien qu'au niveau de l'Union, on ne peut rien dire sur les pensions. Ce n'est pas du tout notre compétence. On ne le sait mais pas. Par contre, ça va mieux en le disant. Mais vous, en France, vous êtes très sensible par rapport à ça. On le voit à la télé, au moins de Bruxelles. Mais ce sur quoi on joue, c'est sur cette flexibilité
flexibilité donc on appelle ça flexible retirement patterns. Je ne sais pas comment vous dites ça en français, mais c'est l'idée de pouvoir vraiment capitaliser aussi sur le numérique, donc sur toutes les flexibilités qu'on a pour permettre aux gens, tant qu'ils le veulent, de travailler aussi longtemps qu'ils le veulent. Et donc de choisir de travailler 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine ou un après-midi. Et pas seulement au moment où ils sont vieux, mais aussi au moment où ils sont jeunes, où ils ont envie d'avoir des enfants. Puisque l'âge actif ne se rétrécit plus ne se limite plus à ces 30 ans qu'on avait avant. La vie a complètement changé. Il faut qu'on suive. Il faut donner la possibilité de repenser un peu nos institutions et nos politiques en fonction de ce changement démographique. Quelle chance que vos travaux aboutissent? Très grande, puisqu'on a un changement démographique aussi au niveau de la Commission. Donc il ne faut pas vivre seulement sur... non, il ne faut pas vivre seulement sur le passé. Et on reconnaît effectivement les succès du passé, des anciens, enfin de toute cette histoire et tout ça. Mais ça doit être un tremplin vers le futur. On ne doit pas être coincé dans quelque chose qui a été conçu pour un âge différent. Il faut se tourner vers l'avenir. Hakim ou Jean-Dominique, vous vouliez réagir à ces politiques de flexibilité? C'est déjà en cours. Le télétravail, c'est de la flexibilité. Mais ce qui est frappant en France, je pense, si on compare avec d'autres pays européens, par exemple avec l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de débat démographique. Tout simplement parce que les Français pensent ou pensaient que leur démographie était très bonne. On était le pays de l'Union européenne où il y avait le plus d'enfants par femme. On était à 2,1 comme l'Irlande. Et puis la démographie avait remonté, puisque en 1993, on était tombé à 1,6 enfants par femme. Donc on est remonté à 2,1 au début des années 2000, et puis depuis 5 ans, ça baisse. Alors je ne sais pas si Jean-Dominique, tu as raison, j'aimerais, mais je ne suis pas sûr que ce soit lié seulement à la baisse des allocations familiales pour les ménages aisés, puisque c'était ça ce qu'avait fait Hollande, sachant qu'il y a toujours le quotient familial, et puis qu'il y a quand même des infrastructures pour les familles. J'ai 4 enfants, il y a des infrastructures pour les familles qui sont quand même assez efficaces. Il y a probablement quelque chose qui se passe dans la société. Et ça, des évolutions, il y a la projection dans l'avenir qui effectivement n'est pas extraordinairement réjouissante, et puis il y a des tensions un peu partout. Donc tout est toujours en train de bouger. Si on revient au sujet sur lequel moi j'ai travaillé un peu récemment, qui est celui de l'intégration de ceux qui sont arrivés plus récemment, ce qui est frappant, c'est on a des populations qui sont 3 fois plus pauvres que la moyenne nationale, 2 fois plus de familles monoparentales. Et je vous dis, en fait, il n'y a pas de politique. On croit qu'on met les fameux milliards dans les quartiers populaires. Les milliards dans les quartiers populaires, ils n'existent pas. C'est de l'investissement des bailleurs sociaux pour rénover des logements. Qui sont la plupart du temps vétustes. Qui étaient vétustes, qui le sont de moins en moins grâce à l'ANRU. Mais c'est pas parce qu'on investit, c'est-à-dire qu'on investit, on emprunte de l'argent qui va être remboursé par les locataires. C'est pas ça les milliards des banlieues. Bon. Et par ailleurs, tout l'argent qu'on met, enfin tout l'investissement qu'on fait, on le fait sur les bâtiments, on le fait pas sur les habitants. On sous-investit en matière de fonction publique. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Il y a des parents d'élèves et des enseignants qui font grève. Bon, pourquoi? À la fois parce qu'il y a des collèges et des lycées, des collèges surtout, qui sont totalement vétustes, parce que le département est pauvre, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants parce que la vie est dure, parce que l'éducation nationale a énormément de mal à recruter des enseignants, et puis en même temps, on a des problèmes de laïcité. Mais en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que si on sous-investit sur des populations qui sont à la fois plus pauvres et qui ont un sujet de distance culturelle, après, on a des problèmes qui sont des problèmes identitaires. Et donc, la flexibilité, elle est là aussi. Mais c'est aussi toujours un sujet de répartition. Il y a 20 fois moins de forces de l'ordre en Seine-Saint-Denis que dans l'Indre-et-Loire, si on pondère par le nombre d'habitants et le nombre de crimes et délits. 20 fois moins. Pourquoi? Parce que les élus de Seine-Saint-Denis sont faibles et les élus de Blois sont forts. Après, il faut choisir. Voilà. Et gouverner, c'est choisir. Jean-Dominique. Je ne voudrais pas qu'on retienne de ma contribution que je ne vois qu'une solution, c'est la politique familiale. Pas du tout. Je suis assez d'accord. C'est trop tard. Je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Je voudrais revenir sur l'immigration, parce que quand même, quoi qu'on dise, au niveau européen,
ça progresse. On progresse malgré les différences dans une meilleure gestion de l'immigration. Il y a tout un pacte sur l'asile et l'immigration qui va rentrer en fonction. Alors évidemment, c'est lent, c'est tardif, on a du mal à être crédible, mais quand même, il y a une prise de conscience, notamment parce qu'il y a eu, pas seulement chez nous, des problèmes migratoires au nord de l'Europe aussi, et donc il y a une prise de conscience qu'il faut réguler l'immigration, qu'elle est incontournable, qu'on en a besoin, mais qu'il faut la réguler et la maîtriser. Et en réalité, ça m'inspire une réflexion qui concerne d'ailleurs toutes les tables rondes d'aujourd'hui. C'est qu'en réalité, il ne faut jamais oublier que la richesse de l'Europe vient de son ouverture. Et je dis ça au moment où on parle de relocalisation, etc. Depuis pratiquement 6 siècles, la richesse de l'Europe, le siècle d'or portugais, le siècle d'or espagnol, néerlandais, l'Empire français, l'Empire britannique, c'était une ouverture sur le monde, découvrir le monde, transformer les matières premières ou d'autres, parfois les colonies aussi, mais c'est ensuite réexporter et s'ouvrir au monde, ce que vous disiez tout à l'heure dans la précédente table ronde. Donc, l'ouverture, c'est aussi l'ouverture humaine, n'est-ce pas? Et ça embrasse non seulement le sujet de l'élargissement, mais aussi celui de l'immigration. Et donc, chaque fois que nous nous refermerons, nous aggraverons le déficit démographique, le décrochage économique par rapport aux grandes zones comme les États-Unis. Chaque fois que nous nous refermerons, nous aurons des conséquences très rapides, négatives. Et donc, sur l'immigration, il faut que nous arrivions à dépassionner le débat. C'est pour ça que j'appelle aussi tout le monde à dire ce dont on a besoin. Et bien évidemment, ça nécessite une politique d'intégration. Mais j'allais dire, c'est quelque chose d'incontournable quand on voit combien, par exemple, la croissance démographique en Afrique au cours des années à venir va exploser. Donc là aussi, nous avons une double responsabilité. Nous avons besoin d'immigration, nous avons besoin de la réguler. Sophie Boissard, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, puisque vous l'avez, comment dirais-je, évoqué dans tout un panel de solutions possibles. En fait, nos dépenses de santé qui apparaissent souvent comme un fardeau. En fait, vous diriez, c'est un peu la politique du verre à moitié vide, à moitié plein. En fait, il faut regarder le verre à moitié plein. S'il y a des dépenses de santé à faire, il faut capitaliser dessus, il faut en faire de la productivité, et c'est là qu'il peut y avoir à la fois des emplois et à la fois de la monétisation. Oui, comme on est en train de se dire qu'on va manquer en réalité de bras dans les années qui viennent, je redis, aujourd'hui, population en âge de travailler, moins 20% à horizon 2050, je dirais notre intérêt bien compris, en dehors de toute considération, je dirais, humaniste et démocratique, c'est que nous tous soyons en la meilleure santé possible. Donc les politiques de santé, c'est d'abord un investissement dans le capital humain, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, encore une fois, on a progressé en espérance de vie totale, on a progressé, on sait aujourd'hui guérir ou enrayer des maladies qui étaient mortelles à coup sûr il y a encore quelques années, on a fait des progrès gigantesques, mais cet indicateur cardinal qui est l'indicateur d'espérance de vie en bonne santé, celui-là, il plafonne autour de 65 ans. Et donc si on veut être dans ce que vous décriviez tout à l'heure, qui est finalement de se dire donnons à chacun et à la société le maximum autour de ces années de vie gagnées, ça commence par donner à chacun la chance de pouvoir avoir le meilleur capital santé. Donc les dépenses de santé, c'est pas seulement une dépense budgétaire qu'on régule en se disant j'ai un objectif chaque année que j'essaie de pas dépasser et qu'en fait je dépasse chaque année et dans lequel finalement j'alloue sans l'avoir piloté des dépenses. C'est vraiment un premier sujet de se dire comment on fait progresser ces indicateurs. Et ça passe par beaucoup plus d'investissements sur la prévention, et ça tombe bien, la prévention, c'est pas cher, mais la prévention, ça commence dès le plus jeune âge, ça participe aussi des politiques éducatives, d'intégration d'ailleurs, dont on vient de se parler, la pratique sportive, bien se nourrir. Ça passe aussi par avoir, en réalité, paradoxalement, beaucoup plus de professionnels de santé. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en tête. On a été, en France en tout cas, biberonné au numerus clausus, en se disant un professionnel de santé, c'est en fait quelqu'un qui va dépenser de l'argent de la collectivité, il est là pour dépenser.
Quand on regarde aujourd'hui les taux d'investissement dans les professionnels de santé dans les différents pays européens... Et dans les medtech aussi. Hein. Alors, je parle dans la tech, je suis vraiment dans les personnes qui soignent, voilà, et pas les médecins, mais l'ensemble des professionnels de santé, les infirmiers, toutes les activités de la rééducation. En Norvège, je crois, c'est 800 professionnels de santé pour 10 000 habitants. En France, c'est 400 pour 10 000 habitants. Donc c'est à peu près du simple au double, et avec l'Allemagne, on est à peu près pareil. Quand on regarde les indicateurs de santé publique de la Norvège, ils sont significativement meilleurs que les nôtres en termes d'espérance de vie en bonne santé, d'indicateurs de santé infantile, etc. Quand on regarde leurs dépenses rapportées au PIB, ils ont de l'ordre d'1,5 point de PIB de moins que nous. Donc ça veut dire qu'investir dans des professionnels de santé, c'est en réalité à la fois créer de l'emploi, et de l'emploi avec du sens. Quand on interroge les jeunes aujourd'hui, on leur dit classer aujourd'hui les secteurs dans lesquels vous avez envie de travailler. Ils mettent en 1 le luxe, ça étonnera personne, mais ils mettent en 2 les métiers de la santé, ce qui est une excellente nouvelle. Simplement, comme derrière, on a mis du numerus clausus, qu'on a mis en fait tout un système qui en réalité est plutôt décourageant pour ensuite, je dirais, concrétiser sa vocation, et puis que derrière ça s'accompagne, finalement, il y a loin de la coupe aux lèvres, et on est structurellement à se dire on n'a pas assez de soignants. Moi, je dis, un des investissements dans le capital humain qu'on peut faire aujourd'hui, c'est clairement de former, de faire venir un maximum de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, parce que c'est aussi des très bons deuxième ou troisième métiers, au métier de la santé. Et c'est un investissement bien compris pour tout le monde, parce que ça participera justement de cet accompagnement à basse intensité et aussi à bas coût de toutes les personnes qui peuvent être en situation de fragilité ou souffrir d'une pathologie chronique, mais les accompagner plutôt chez elles. Ça participera d'une vraie relance ou d'un vrai développement de la prévention, y compris pour les plus jeunes. Et donc, in fine, d'avoir certes une population qui n'augmente pas forcément en nombre absolu, mais qui, globalement, est en meilleure santé, se porte mieux et regarde aussi vers l'avenir de manière plus confiante. Déjà, Sersen, pardon, c'est une question aussi qu'on regarde de plus près au niveau de l'Union européenne. Absolument, parce que si on veut capitaliser sur la longévité, il faut que les gens soient en bonne santé. Sinon, ça ne marche juste pas. C'est juste qu'aussi à ce niveau-là, on doit un peu changer le paradigme, parce que le but de la santé, c'est pas de soigner les gens qui sont malades, mais c'est de maintenir les gens en bonne santé. Et c'est ça, ce changement qu'on doit opérer. Et on doit commencer à voir la santé comme un capital santé qu'on construit tout au long de sa vie. Et pour ça, ce sur quoi nous, on travaille à la Commission, c'est sur ce nouveau type d'alphabétisation. Et on appelle ça l'alphabétisation de la longévité, qui comprend effectivement le fait de construire ce capital santé. Je ne suis pas sûre que le mot soit le bon. On dit longevity literacy. Et je pense que c'est alphabétisation de la longévité. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est un capital qu'on doit maintenir, qu'on doit construire. Et on sait très bien que 85% des maladies non transmissibles, au moins, sont preventable. Donc une Europe qui vieillit peut-elle être puissante? Oui, si l'on vient d'entendre vos conclusions, en l'occurrence, Sophie et... Oui, je pense que oui, mais pour ça, il faut qu'on se penche sur ce changement démographique qu'on a. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Le problème qu'on a en Europe, c'est qu'on dit qu'on a 2 transitions. On a la transition digitale et la transition verte. Mais en fait, la transition principale qui se passe sous nos yeux, c'est la transition démographique qui, si on n'adresse pas le problème, va être comme un tsunami. Arrêtez de penser qu'on meurt à 70 ans. On a bien compris. Voilà, mais aussi qu'on rétrécit et qu'on devient petit, et que si on ne fait rien, on va perdre en compétitivité. Jean-Dominique, rapidement. C'est une conclusion un peu optimiste. Il faut que, spécialement nous, Français, nous arrêtions de penser que nous ne sommes pas puissants. L'Europe est puissante, elle est influente, elle est regardée, elle est copiée. Et donc, nous avons toute une série de problèmes, parmi les plus importants. Mais par pitié, on rentre dans une campagne électorale. N'écoutez pas les excès des uns et des autres, d'ailleurs, sur tous les bords. Arrêtons de ce déclinisme qui, peut-être, n'incite pas à faire des enfants pour l'avenir. Et donc, soyons quand même conscients que ce qu'on a fait, c'est formidable. Et ce que nous avons à faire, c'est encore plus formidable, avec des défis gigantesques, sécuritaires, démographiques, de santé, etc. Mais par pitié, soyons quand même fiers de ce que nous sommes.
Merci à vous quatre, Jean-Dominique Giuliani, Descha Sersen, Hakim El Kaouri et Sophie Boissard. Merci de nous avoir donné un petit peu d'espoir à l'approche, encore une fois, à 2 mois de ces élections européennes